Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945, voici les titres. Le chômage a conduit de nombreux jeunes vers le taxi-moto appelé sous nos cieux Zémidjan. Aujourd'hui, ils sont nombreux à vouloir quitter ce métier sans y arriver. Le rhume est une infection que l'on contracte surtout en période d'harmattan. Plusieurs facteurs de risque favorisent la propagation de cette maladie. On en parle dans un instant. L'industrie de la production cinématographique plongée dans un profond sommeil au Bénin. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Vous en saurez davantage dans cette édition. Le gouvernement béninois a adopté mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, un nouveau mécanisme de mise en œuvre du projet d'appui à l'assurance mutuelle agricole du Bénin, lancé par la Banque ouest-africaine de développement après la crise alimentaire mondiale de 2008. L'initiative a été adoptée par le Bénin en 2015. Elle ambitionne de réduire la vulnérabilité des producteurs de coton et de riz en mettant à leur disposition des produits d'assurance couvrant la phase de production non prise en compte aujourd'hui. En ce qui concerne les retombées, ce projet est prévu pour toucher près de 350 000 producteurs de coton ainsi que 1 000 producteurs de riz. Selon Inter Ivoire, il existe aujourd'hui plus de 300 000 taxi-motos dans la seule ville de Cotonou, faisant ainsi du taxi-moto une alternative au problème de chômage de nombreux Béninois. Toutefois, de nombreux émigrants songent à se reconvertir sans pouvoir y arriver. C'est un reportage de Aliou Tony et Agnat Bello. Les conducteurs ont envie de se reconvertir, c'est pas pour la plupart, c'est un moyen pour joindre les deux bouts en attendant de trouver mieux. Un mieux qui tarde à venir pour bon nombre de conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, dans leur rang se trouvent des compétences aussi diverses que variées. La plupart des acteurs qui exercent dans ce domaine-là ont une certaine qualification professionnelle. Tous ne sont pas des gens déscolarisés, sans diplôme. Il y en a qui ont des diplômes dans le domaine de l'artisanat. Il y en a qui ont appris d'autres types de métiers qu'ils pourraient bien exercer dans notre pays. Le seul problème, c'est que les conditions ne se présentent toujours pas pour l'exercice heureux de ce qu'ils ont appris. C'est pour ça que la plupart désertent nos villes et nos villages et campagnes pour venir dans les grandes agglomérations. Ce phénomène a pour nom l'exode rural, avec comme corollaire une perte de bras valides dans nos campagnes. Mais comment procéder à la reconversion de ces acteurs? De nombreux projets s'y sont essayés sans réel impact. Il faut discuter avec ces acteurs. Il faut que les acteurs eux-mêmes arrivent à se mettre en organisation pour discuter de leur avenir, de leurs problèmes, de leurs centres d'intérêt, parce que c'est la seule manière pour eux de compter, de se faire audible au niveau des responsables politico-administratifs, et c'est la seule manière pour eux d'amener les acteurs au sommet de notre pays à prendre autrement en compte leur situation. Personnellement, moi, je préférerais aller à la reconversion dans l'entrepreneuriat. Parce que là, je garde toujours mon indépendance et ma liberté. Je aimerais formuler des souhaits par rapport à nos autorités, par rapport à la reconversion des îles. C'est d'essayer de faire en sorte de créer un environnement favorable à l'installation des grandes entreprises pour permettre à certains qui ont des formations professionnelles d'aller travailler dans ces entreprises et encore de créer un fonds spécial, surtout à l'égard du gouvernement, de créer un fonds spécial pour la reconversion des étudiants qui va nous permettre d'avoir peut-être des subventions pour aller vers l'agriculture. Faciliter l'installation d'entreprises pouvant embaucher quelques émigrants. Mettre un fonds de garantie à disposition pour leur reconversion vers des activités génératrices de revenus. Mais le plus important, écouter ces conducteurs de taxi-moto afin de pouvoir les accompagner dans leur choix. Autant de pistes à explorer.
Le rhume est une maladie très fréquente et touche tous les âges sans distinction de sexe. Plusieurs facteurs permettent ou favorisent le développement de cette maladie. En ligne de mire, l'harmattan. Aliou Tony, Peggy Dagba, reportage. Liquide limpide, de plus en plus épais et purulent, tels se présentent les signes de cette maladie des voies respiratoires supérieures et en particulier de la muqueuse nasale, communément appelée rhume ou grippe. Elle se manifeste sous plusieurs formes. On a le nez qui gratte beaucoup, qui gratte énormément, les yeux qui lamoient, le nez bouché, parfois on ne sent pas bien les odeurs. Ça peut arriver aussi chez certaines personnes, parfois on aura mal à la gorge, on a une sécheresse de la gorge. Et parfois aussi, ça peut arriver qu'on sente une mauvaise odeur. C'est ce qu'on appelle une cacosmie. Donc là, généralement, ça veut dire que la rhinite est bien infectée et collectée généralement au niveau des sinus. Certains facteurs peuvent directement ou indirectement favoriser le développement de cette pathologie, parmi lesquels l'harmattan. En temps d'harmattan, on sait qu'en temps de fraîcheur, il y a la multiplication des virus qui peuvent créer la grippe commune. On en voit beaucoup en Europe en temps d'hiver. Les mêmes choses apparaissent aussi chez nous en temps de fraîcheur. La grippe, en tout cas la maladie virale qu'on appelle la grippe, se transmet essentiellement par voie aérienne. Donc plus il y a de poussière, plus les virus peuvent être portés les uns vers les autres. Vous comprenez? Pour éviter de contracter la maladie, il est important de prendre des précautions, surtout en période de fraîcheur. Pour protéger, il faut prendre un habit, des vestes, tout, comme à tout temps. Donc c'est ça là, ça va être un peu mieux. Je me protège bien et le matin je me lave d'abord. Parce qu'il faut aller à la douche, se laver et après porter quelque chose. Le rhume est une infection très contagieuse et transmissible. Il existe plusieurs modes de contamination. La grippe, la contamination est directe. Quelqu'un qui éternue à côté de vous, sans se protéger, il va vous filer son virus. Quelqu'un qui s'est mouché, il ne s'est pas lavé les mains, il vous salue. Et puis quelque temps, vous mettez la main au nez ou bien au visage, vous allez vous filer un virus de la grippe. Ce sont des infections fréquentes et banales, certes, mais selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 50 000 personnes en meurent chaque année dans le monde. C'était donc un reportage de Peggy Bagidi. Le cinéma reconnu secteur pourvoyeur d'emplois et qui génère des devises pour l'économie. Au Bénin, l'industrie de la production cinématographique est plongée dans un profond sommeil. Plus de films béninois. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Quelques acteurs du cinéma béninois ont tenté d'expliquer la situation. Les précisions dans ce reportage signé par Mathieu Sokenon, Patrick Adjakboudjou. C'est un secret de polichinelle. Dans le paysage du cinéma béninois, c'est un désert de production de films cinématographiques. Et pourtant, le matériel technique et le capital humain existent. Aujourd'hui, ne parlons plus de corps de métier à aller chercher ailleurs pour faire une belle production, une très bonne production. Nous avons tout, nous avons toute l'expertise ici au Bénin. À commencer du scénario jusqu'à la post-production, jusqu'à la diffusion, nous avons tout ici au Bénin. Nous avons de très jeunes, talentueux scénaristes qui existent désormais et qui écrivent bien. En matière de matériel de production audiovisuelle ou cinématographique, nous en avons également. Plongée dans une léthargie depuis de longues années, l'industrie cinématographique peine non seulement à s'éclore, mais aussi à inciter les cinéphiles à renouer avec les salles de cinéma. D'abord, sur le plan production, le financement qui est ce qui manque. Maintenant, sur le plan diffusion, sur le plan exploitation, sur le plan distribution, il y a un gros problème. L'État doit beaucoup travailler pour permettre la réouverture des salles. Les grandes salles qui existaient, telles que le cinéma Le Bénin, cinéma Concorde, telles que la salle de Ouida, la salle de Boyko, la salle de Parakou et autres, doivent pouvoir être réouvertes
après avoir institué la direction en centre, a besoin de financer, de mettre les moyens. La direction n'a même pas 100 millions comme budget, tout compris, c'est-à-dire même le salaire du personnel compris. Le rayonnement du 7e art béninois est encore possible si et seulement si il y a une volonté politique efficace. L'État n'a qu'à faire laisser pouvoir choisir 10 maisons de production au Bénin et les financer, ne serait-ce qu'au prorata de 100 millions pour sortir des films béninois. Le béninois aime le film qui est produit au Bénin. Vous n'avez qu'à voir l'écran de Farpa. À côté du tourisme, l'industrie cinématographique est la meilleure chose à développer. Parce que si un touriste visite Abomey aujourd'hui et finit de faire le tour de, comment ça s'appelle, du musée romain, le tour des trous de Agongweto, il aura besoin le soir de se distraire, de découvrir la culture béninoise et d'aller s'asseoir dans une salle bien équipée et regarder un écran de 4 mètres sur 2. Et là, il faut qu'on ait une belle salle à Abomey pour ça. Sinon, quelque chose manquerait dans le tourisme qui est promu. Impulser une nouvelle dynamique à la chaîne de production et de diffusion des films béninois, c'est peut-être le début d'une lueur d'espoir. Je suis fier d'être producteur, je suis fier d'être acteur, je suis fier d'être cinéaste au Bénin. Et c'est ici au Bénin que nous allons sortir notre épingle du jeu. Le Burkina Faso ambitionne d'installer 8 centrales solaires photovoltaïques supplémentaires d'une capacité totale de 100 MW qui seront réparties dans cette région du pays. L'annonce a été faite par le ministre burkinabé de l'énergie Alpha Oumar Dissa. Selon la Direction générale des douanes de l'Algérie, 1005 milliards de dinars ont été enregistrés au cours de l'année 2017, soit environ 8,83 milliards de dollars. Un chiffre légèrement en hausse de 2,5% par rapport aux performances de l'année précédente. En termes de perspective, l'administration douanière algérienne prévoit la mise en place d'un système d'information en vue d'améliorer les opérations de contrôle au cours de cette année 2018. La ville de Paris restera inaccessible. La capitale est inondée, les habitants devront s'y faire et prendre des précautions nécessaires. Commentaire sur image, Ulvaeus Balogun d'après les sources de l'AFP. L'eau monte lentement mais sûrement en région parisienne. Routes inondées, navigation interdite, péniches et musées sous surveillance. Une crue qui devrait perturber la capitale encore plusieurs jours. 14 départements du quart nord-est étaient jeudi en vigilance orange, principalement autour du bassin de la Seine et de la Saône. Après une accalmie météo, la pluie a repris jeudi, mais de façon modérée et ne devrait pas changer les prévisions de crue de la Seine qui continuent à monter dans la capitale. On attend le maximum de crue ce week-end avec une hauteur maximale attendue de 6,20 mètres cubes, a indiqué un expert de l'organisme de surveillance des crues. Le tronçon central du RER à Paris est fermé depuis mercredi. Il le restera au moins jusqu'au 31 janvier. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt.